Alors, Emmanuel Macron, est-ce que ce serait pas un petit filandrin, filandrin, Emmanuel Macron? Est-ce que ce serait pas un petit... comment utiliser un mot sympa? Alors, parlons sérieusement. Ça fait... Voilà, nous sommes toute fin août, l'été est en train de se finir. Certains dans le chat sont en train d'évoquer le fait que c'est la rentrée lundi pour certains d'entre eux. Ça fait plus de 40 jours que nous n'avons pas de gouvernement. Pas de nouveau gouvernement, parce qu'en réalité, il y a un gouvernement. Ce gouvernement, c'est le gouvernement démissionnaire, ça vous le savez tous. Un gouvernement démissionnaire, où le mot démissionnaire est là pour décorer. C'est une façon de dire illégitime. Parce qu'il continue d'agir, et il agit d'ailleurs de plus en plus comme s'il était tout à fait bien nommé, finalement. Alors c'est du jamais vu depuis l'après-guerre, c'est du jamais vu sous la 5ème République, d'attendre autant de temps pour qu'on ait un nouveau nom de Premier ministre après une démission d'un gouvernement, ça fait quand même un bon moment. On va se remémorer le calendrier, quand même, histoire que tout le monde puisse avoir les bons éléments, tout le monde sache de quoi on parle, quand on parle, de quoi on parle, etc. Donc, début juillet, peut monter avant, les européennes, Macron se prend une branlée aux européennes. Début juillet, alors, il convoque du coup des nouvelles élections, et début juillet, ont lieu le deuxième tour des élections législatives, deuxième tour qui fait qu'il perd un certain nombre de députés. Il sauve les meubles grâce au Front républicain, même si, rappelez-vous, certains des macronistes refusent de faire ce Front républicain, et malgré tout sont élus grâce au Front républicain, bien sûr, et avec des électeurs qui sont beaucoup plus réticents du côté des macronistes que du côté du NFP à faire ce Front républicain. Peu importe, ils sont malgré tout élus et sauvent les meubles grâce au Front républicain. Mais ce sauvetage de meubles est un petit sauvetage de meubles, puisque factuellement, Macron perd ces élections. Macron se retrouve, il y a une tripartition très affirmée du paysage politique. Le NFP, le RN et les macronistes. Les macronistes sont quand même assez mal lotis. Mais il y a les Jeux Olympiques qui arrivent. Alors, Emmanuel Macron, à ce moment-là, a dit attendez, trêve olympique, d'abord c'est les JO. Pas touche aux JO, en plus c'est les vacances parlementaires, blablabla. Et là, on le voit vivre son grand moment, surkiffé, il reçoit les chefs de l'État. On a appris d'ailleurs par Paris Match qu'il avait même reçu des têtes couronnées à l'Elysée avant la cérémonie d'ouverture des JO, parce que faut faire de la politique aussi un peu, faut bien se faire voir, il faut vendre des rafales, ce que Emmanuel Macron a fait aujourd'hui en Serbie par exemple. Tout ça est très important. Donc la trêve olympique qu'il demande, il l'obtient pas, mais dans les faits il l'obtient quand même, puisque le pays tourne au rythme des Jeux Olympiques pendant cette période-là. Et puis il annonce, il dit que il promet, dès la fin des JO, il promet que pour mi-août, il y aura un gouvernement de nommé. Il le promet. Bon, autant vous dire que mi-août, c'était il y a 15 jours. Donc début août, il nous fait ce truc de on va voir qui je me tâte, on va réfléchir, blablabla, blablabla. Et puis on arrive la semaine du 19, qui pour moi est complètement délirante, c'est la semaine dernière du coup. Il commence à avoir une petite musique, selon laquelle le gouvernement démissionnaire serait en fait un gouvernement légitime parce que Gabriel Attal serait soutenu par 40% des Français selon un baromètre d'opinion politique, ce qui le légitimerait. En gros, faites ce que vous voulez de cette info, mais moi je pense qu'on peut l'interpréter comme en fait ce gouvernement-là est soutenu par les Français. Alors 40% selon un baromètre d'opinion politique, quand vous aviez 40% à peu près pour Lucie Castet, c'était considéré comme illégitime, et 40% pour Attal, c'est visiblement un bon score, bref, peu importe. Et du coup, il annonce qu'il va convoquer les forces politiques pour conduire des entretiens, avant de prendre sa décision, pour voir et pour décider de la marche à suivre, blablabla. Donc vraiment, moi, vous savez, c'est le scénario que je défends depuis le soir même des législatives. Emmanuel Macron va tout faire pour gagner du temps. Il va tout faire pour ne pas nommer de gouvernement maintenant, voire s'il peut même ne pas en changer du tout, ou s'il doit en changer et garder à peu près le même, ça l'arrangerait quand même pas mal. Donc il annonce la convocation des forces politiques qui sont notamment reçues vendredi 23 août. Je crois les chefs de parti, les chefs de groupe, Lucie Castet aussi, qui n'est ni chef de parti ni chef de groupe, mais en tout cas candidate pour le poste de Premier ministre, en tout cas la personne pressentie, soutenue par le NFP. Et il dit qu'il livrera ses conclusions le mardi suivant. Mais dès le lundi 26 août, Emmanuel Macron écarte d'emblée le NFP. Voilà, il dit, bon d'accord, le NFP est arrivé premier, mais en fait personne n'est arrivé premier. Alors ça c'est François Bayrou qui le dit. Et c'est l'outil stratégique des macronistes de dire, en fait personne n'est arrivé premier, personne n'a gagné, tout le monde a perdu. Si tout le monde a perdu et si personne n'a gagné, il n'y a pas un bloc qui doit être privilégié par rapport à l'autre pour conduire les négociations ou pour être l'un des partenaires principaux d'une coalition. Rhétorique dont il a décidé dans la nuit qu'elle était juste, c'est un coup politique, évidemment, bien sûr, parce que quand Emmanuel Macron avait lui-même une majorité relative, il considérait quand même qu'il devait avoir l'initiative de cette construction de gouvernement et d'alliance.
même s'il n'avait pas eu la majorité absolue. C'est pas que tout le monde avait perdu à ce moment-là, alors qu'on était juste après les élections présidentielles pour le coup. C'était quand même une défaite assez... plutôt une victoire en demi-teinte, pour ne pas dire une quasi-défaite, où quand le lendemain de ton élection à la présidence, les Français ne t'accordent même pas à la majorité absolue, c'est un signe. Donc il accorde le NFP, ce qui était, honnêtement, qu'on se le dise, couru d'avance. Voilà, c'est un... Lucie Castet, ça fait 1 mois qu'elle fait le tour de la France pour défendre sa candidature, sa légitimité, montrer qu'elle existe pour ce poste de Premier ministre. On savait dès le début que Emmanuel Macron ne dirait non. On le savait dès le début. Bon, lundi, fin du suspense, Macron il dit en fait pas le NFP. Alors là, t'as la gauche qui est prête à prendre la rue, qui est indignée. Et puis t'as la droite qui lui rappelle que oui, mais elle a aucune majorité absolue, blablabla. Quand même, un peu de hauteur. Puis de toute façon, vous êtes dangereux, Dieu soit les machins. Alors la droite qui, au passage, quand je parle de la droite, je parle de LR notamment, plus précisément, fait moins de 10% des députés, même beaucoup moins que ça d'ailleurs. Et elle parle comme si elle avait gagné. Depuis le début de cette séquence, moi c'est ça qui me termine, qui me fusille. Bon, ça, voilà, bref. Donc Emmanuel Macron, il invoque la stabilité, il dit qu'un gouvernement du NFP serait aussitôt censuré. Et effectivement, Emmanuel Macron a raison. Un gouvernement du NFP serait aussitôt censuré, puisque dès le début, on nous a annoncé, les macronistes, LR, la droite républicaine, qui est de moins en moins républicaine, et le RN ont annoncé d'office qu'ils censureraient tout gouvernement qui aurait des ministres issus de la France insoumise. Là, il y a ce coup de Jean-Luc Mélenchon qui arrive, qui est, on en a déjà parlé, c'est un très bon coup politique, mais dès l'instant qu'il annonce ça, on sait déjà que on sait déjà le résultat. Sinon, il ne tenterait pas cette carte. Mélenchon dit, écoutez, chiche, aucun ministre insoumis si vous constituez un gouvernement avec Lucie Castet. Aucun ministre LFI. Donc là, vous avez Le Pen qui nous dit, mais que de fait, de toute façon, le NFP piloté par Jean-Luc Mélenchon, quoi qu'il arrive, donc ça ne change rien qu'il y ait des ministres ou pas, blablabla. Donc en fait, bon, c'est pour les prendre à leur propre jeu. Mais de toute façon, on sait très bien qu'à ce moment-là, quand Jean-Luc Mélenchon sort cette carte, il sait que de toute façon, c'est ce que ça va provoquer. C'est pour les acculer, pour renverser un peu la balance. Mais dans les faits, voilà. Donc la gauche appelle donc à une manif le 7 septembre pour faire respecter le résultat des urnes. Honnêtement, je ne crois pas que ça aura un très grand impact. Je ne suis pas devin de quoi que ce soit. On a Lucie Castet qui, pour moi, a fait une de ses premières erreurs politiques en interview, puisqu'elle a dit qu'elle serait peut-être disponible si elle arrive à se libérer. C'était pas peut-être disponible si t'arrives à te libérer, c'était disponible. Point. T'y es, normalement, parce que c'est quand même toi qui es censé incarner le mouvement et censé incarner le lead de ce truc-là. Donc il n'y a pas de peut-être, c'est t'y vas, quoi. Donc Lucie Castet nous dit quand même, on est face à un président de la République qui veut à la fois être président, Premier ministre et chef de parti. Les institutions ne peuvent pas fonctionner comme ça, donc c'est ce qu'elle dit, effectivement, elle a raison. Donc voilà, ce qu'on savait depuis longtemps arrive, Macron ne veut pas gouverner que la gauche. Bah alors, surprise. Tiens donc, incroyable. Incroyable. Donc, Macron, qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous avait dit que, au fait, mardi 27, vous aurez un gouvernement après les consultations. Et puis, qu'est-ce qu'il nous dit le lundi ? Dès le lundi, mardi, il nous dit, en fait, j'ai reçu tout le monde, mais j'ai pas eu d'idée. J'ai rien obtenu, donc écoutez, bon, on va refaire un tour. Qui regagne du temps. Donc là, il a dit, par contre, je vais discuter qu'avec la droite. Je n'invite ni l'extrême droite, ni LFI à la table des négociations. Donc ça, c'est bon. En fait, dès le début, il a son truc de il veut gouverner avec la droite. La droite, elle se prend une giga branlée. Lui-même, il se retrouve 3e des 3 blocs. Il veut quand même gouverner avec la droite. Il y tient mordicus. On le sent. Donc voilà, mardi, il rouvre ce cycle de rencontres, sans LFI, sans le RN. Il a dit qu'il voulait recevoir tous ceux qui voulaient œuvrer pour le pays. Entre-temps, il préside une réunion de sécurité pour les JO paralympiques avec les préfets, avec le gouvernement démissionnaire, etc. Parce que les affaires courantes, bien sûr, il faut continuer. C'est très important. Et puis, aujourd'hui, on nous dit que l'idée c'est de trouver un Premier ministre qui incarne un changement de politique et un déplacement de la logique des blocs, et donc du coup il se met à recevoir les présidents de région. Voilà, les présidents de région, dont Carole Delga bien sûr. Carole Delga qui se retrouve à devoir aller à la table de négociation en tant que présidente de région, mais aussi en tant que socialiste. Alors que la direction du Parti Socialiste a dit qu'elle ne retournerait pas à la table des négociations. Et donc là on sent le conflit arriver dans le PS, où les minoritaires ont déjà annoncé aujourd'hui que déjà ils étaient contre la destitution du président de la République quoi qu'il arrive, voilà. Ils n'étaient pas forcément pour les manifestations et ils n'étaient pas forcément pour censurer tout gouvernement de gauche non NFP. Bon, je l'ai lu le truc de François Messonnier, on va en parler après. Moi, ce que je
trouve intéressant dans cette séquence, donc c'est que déjà, moi je sais que Macron veut gagner du temps, moi j'ai déjà parlé plusieurs fois, j'ai mes hypothèses. Il y a les universités d'été du MEDEF actuellement. Et moi je trouve ça en parallèle, pour moi, si on regarde ce que le MEDEF veut, on comprend ce que Macron veut. Moi, ce qu'on a quand même appris là, sur cette université d'été du MEDEF, chose qui pour moi ne m'a absolument pas surprise, le MEDEF préfère l'extrême droite à la gauche. Oh. Et Macron, on sait très bien, par tous les offres qui ont circulé, qu'il était prêt à nommer Jordan Bardella Premier ministre le soir même s'il fallait, pour peu que le RN n'ait même pas la majorité absolue, mais au moins 250-260 députés. Et là, vous avez Patrick Martin, président du MEDEF, qui dit la chose telle quelle: je me dois d'être cohérent avec moi-même, j'ai été suffisamment critique à l'égard du programme de LFI. J'avais dit par ailleurs qu'on s'accommoderait de la participation des sociodémocrates. L'annonce du président de la République nous rassure à certains égards, donc l'annonce selon laquelle il ne gouvernerait pas avec le NFP. Le patronat a trouvé que c'était un bon signe qu'Emmanuel Macron refuse d'emblée le NFP, sachant que, on a cette phrase qui est sortie par les universités d'été du MEDEF, l'extrême droite n'est pas un obstacle au libéralisme. Ça, on le sait tous. Les patrons préfèrent le fascisme au Front populaire. Ben, bien sûr, évidemment, bien sûr. Voilà, la surprise est totale. Voilà. Et je pense qu'Emmanuel Macron aussi. Alors la question c'est qui est-ce qu'on pourrait avoir comme Premier ministre? Parce qu'on nous a annoncé, là il y a quelques heures, on aurait sûrement un président de la République, on aurait sûrement un Premier ministre ce week-end. Ouais, j'y crois pas trop, mais attendons de voir, parce que là Macron aujourd'hui est en Serbie, il est censé recevoir encore peut-être d'autres personnes, on ne sait pas toujours qui, on ne sait pas forcément qui. Qui est-ce qu'il pourrait nommer? Donc Carole Delga, on sait qu'elle est retournée à la table des négociations, alors que la direction du PS avait refusé, donc quoi? Un dissident socialiste pour mettre les socialistes au pied du mur et faire un gouvernement de sociodémocrates du centre-gauche au centre-droit, comme l'a demandé Rachida Dati il n'y a pas longtemps et comme le demande Emmanuel Macron depuis, littéralement, le premier tour des législatives, sachant qu'il avait perdu pour le second. J'y crois pas tellement, ou alors ce serait déjà fait. J'y crois pas autrement. Avec LR, c'est bien possible, LR se comporte comme s'ils avaient gagné les élections. Ça me foudroie. Vraiment, ça me foudroie. Mais en fait, LR plus LREM, ça suffit pas. Donc de toute façon, François Bayrou, moi je me suis demandé François Bayrou, en ce moment il est à fond la cote, il est sur tous les plateaux, c'est lui qui vraiment il fait toute la com, il fait le SAV d'Emmanuel Macron sur tous les plateaux. Mais pour moi, François Bayrou c'est tout le temps le cocu de l'histoire, donc je pense que rien du tout, François Bayrou. François Hollande, non, puisque François Hollande, à gauche, c'est nous Front populaire ou rien normalement la ligne. Et François Hollande a refusé une alliance avec le centre. Il l'a dit. Il a aussi tapé sur Mélenchon en disant que c'était un fardeau pour la gauche. Mais il a dit qu'il refusait toute alliance avec Macron et il tape sur... Ça fait une semaine que tous les jours, François Hollande lance un missile sur Emmanuel Macron. Tous les jours, vraiment. Et alors, il y a l'autre hypothèse, est-ce qu'Emmanuel Macron va pas juste conserver le même gouvernement dans une version actualisée, remaniée? Je pense. Probablement. Moi, c'est mon hypothèse. Donc moi, je suis tombé sur un article de The Conversation qui est assez intéressant, où on nous explique qu'en fait que même un gouvernement réduit à gérer les affaires courantes, c'est un gouvernement où le ministre chargé des Finances est toujours tenu de préparer le projet de loi de finances dans un délai qui est strict. Donc ça, c'est l'article 39 de la Constitution de 58, et la loi organique relative aux lois de finances de 2001, qui fixe du coup le calendrier au mardi 1er octobre, date limite du dépôt de projet de loi gouvernemental sur le bureau de l'Assemblée nationale. Donc là, en fait, on a un mois pour faire un projet de loi de finances pour 2025. Et donc ça, c'est quelques jours après la publication du plan budgétaire et structurel national de moyen terme détaillant les réformes, de quoi engager la France pour respecter la procédure officielle de déficit excessif enclenchée le 26 juillet 2024 par le Conseil de l'Union européenne, nous dit-on sur The Conversation. Si le Parlement ne se prononce pas dans les temps, il faut quand même un vote, même si c'est un vote, je crois c'est un vote juste pour un vote, je crois qu'il n'y a pas besoin forcément qu'il soit positif ou négatif, mais pour que le processus continue, il faut un vote. Si le Parlement ne se prononce pas dans les temps, l'article 47.3 de la Constitution prévoit que les dispositions du projet de loi de finances peuvent être mises en vigueur par ordonnance, ce qui théoriquement te demande quand même une validation du Parlement, sauf si Macron enclenche l'article 16, en disant voilà, et d'ailleurs apparemment il y a une jurisprudence du Conseil constitutionnel 30 décembre 1979 qui lui donne cette possibilité d'enclencher l'article 16 pour passer le projet de loi de finances. Parce que, en gros, en disant le calendrier a trop traîné, on n'a pas le choix, il faut forcément aux grands moyens les grands remèdes. Voilà, on peut se retrouver dans une situation où, en fait, moi j'ai l'impression que l'enjeu actuellement, et l'enjeu de faire gagner la montre, c'est d'avoir la main mise sur le budget pour 2025. Parce que plus tu gagnes du temps,
plus les budgets avec lesquels les ministères vont devoir travailler seront les budgets décidés par actuellement le gouvernement démissionnaire. J'ai quand même l'impression que c'est ça l'enjeu. Même si tu te retrouves avec un autre gouvernement, tu seras obligé de suivre en partie la feuille de route fixée par Emmanuel Macron cette année-là, par son gouvernement démissionnaire, c'est la même chose, hein, pour 2025. C'est une année de gagner. C'est vraiment une année de gagner. J'ai quand même l'impression que c'est l'idée. Alors sur la question des affaires courantes et du gouvernement démissionnaire, effectivement j'ai lu le thread de Malocena, qui est très éclairant, de nous expliquer qu'en fait un gouvernement démissionnaire a plus de pouvoir quand le temps passe qu'un gouvernement légitime, puisqu'en fait il n'est théoriquement pas tout à fait destituable, puisqu'il a déjà démissionné, même si apparemment c'est contesté par certains constitutionnalistes. En tout cas, ils continuent tous de faire leur vie, de prendre des décrets, de nommer des hauts fonctionnaires. Ils gagnent du temps. Ils gagnent du temps, je pense, pour au moins, peut-être pas finir l'année, mais s'ils peuvent gratter 3-4 mois. Et à la fin, si Macron peut conserver un gouvernement, pas forcément exactement le même, mais à peu de choses près, et en gros, il peut continuer à mener sa politique en achetant, en gros, une partie peut-être du PS, des minoritaires, pour ne pas avoir de censure, et peut-être une partie du RN, ou de la droite. C'est une stratégie bateau d'équilibriste, hein, mais ça peut suffire. Le fait que la gauche soit arrivée première des 3 blocs, et que comme disait Bismarck, quand il y a 3 blocs, il faut être l'un des 2, que nous ne sommes pas celui des 2, parce que dans un jeu à 3 tiers, il vaut mieux faire partie des 2 tiers que du tiers qui reste. Bon, on le savait, moi, j'avais pas grand espoir sur le fait que la gauche puisse gouverner. Les bourgeois, qu'ils soient au centre ou à l'extrême droite, préfèrent évidemment travailler ensemble que travailler avec des gens qui veulent améliorer les conditions des plus pauvres de ce pays. C'est classique shit, hein, vraiment.